Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours accompagnés de nos invités Brice Nzamba, Nelson David Compaoré et de notre éditorialiste Daouda Tall. L'actualité économique à présent, c'est un soulagement pour les opérateurs économiques évoluant dans la filière cacao. Les députés ivoiriens ont voté ce lundi 28 novembre 2016 un projet de loi portant exonération des taxes et redevances à l'exportation de cacao. Explication avec Birama Saounera. En Côte d'Ivoire, les parlementaires ont voté le 28 novembre 2016 un projet de loi au bénéfice des opérateurs économiques. Il s'agit d'une exonération des taxes et redevances relatives à la filière cacao. Le taux de la taxe d'enregistrement est désormais fixé à 2,165%, ce qui devrait davantage dynamiser le secteur. Le cacao s'affirme comme un levier majeur de l'économie ivoirienne. Il constitue une importante source de devises pour le pays. La Côte d'Ivoire, cette année, a connu une baisse de sa production. La Côte d'Ivoire n'a pas réussi à atteindre les 1,700 000 tonnes de cacao prévues. Donc il y a une baisse de 200 000 tonnes, soit 12% de sa production. Et les quantités à l'exportation sont aussi en baisse. On est passé de 1,500 000 tonnes à 1,450 000 tonnes à l'exportation. Donc cette mesure a été prise pour booster effectivement les exportations. Selon les nouveaux textes, les critères d'éligibilité à l'exonération de taxes et redevances à l'exportation ainsi que la liste des opérateurs éligibles sont fixés par décision du Conseil du café cacao. Et c'est là, après avis du ministre de l'Agriculture, du ministre du Budget, mais aussi du ministre de l'Économie et des Finances. C'est un grand arbitrage qui sera mis en place au niveau de cette décision-là, parce que c'est une décision qui sera effectivement à la fois celle des producteurs, dans l'intérêt des producteurs, mais aussi d'être contrôlée par le gouvernement, parce que effectivement, l'idée c'est de faire en sorte que les producteurs qui ont fait le maximum pour exporter le cacao soient récompensés. Donc c'est une loi qui doit venir pour récompenser les producteurs méritants, et non une loi de complaisance qui encouragerait les producteurs. Donc je pense que c'est une loi qui doit effectivement stimuler la production, l'exportation des gros producteurs. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest francophone. Pour la campagne agricole 2015-2016, la récolte cacaoyère est estimée à 1,565 millions de tonnes. Pourvoyeur d'emplois, le cacao représente environ 2/3 des emplois et des revenus de la population ivoirienne. Daouda, cette exonération des taxes et de redevances devrait rassurer les acteurs du cacao dans un contexte marqué par la chute des cours du cacao. Oui, je pense que ça devrait rassurer, enfin ça va plus rassurer les opérateurs ivoiriens qui exportent. Maintenant, est-ce que ça va rassurer les marchés internationaux? Je pense qu'il n'y a pas forcément un lien direct qu'il faut établir à ce niveau-là. L'autre observation, c'est que qui sont ces exportateurs aussi? C'est une grande question parce que la Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur de cacao. Donc la question est de savoir si ça concerne davantage les opérateurs ivoiriens, ivoiriens, j'ai envie de dire, les entreprises nationales, ou alors des centrales d'achat et d'export qui sont finalement des investissements directs étrangers qui sont installés là et qui réacheminent le cacao vers les marchés européens. Donc moi je pense que ce sera très utile si les Ivoiriens en bénéficient davantage, les opérateurs économiques ivoiriens. Il faut aussi noter, donc c'est une bonne chose en soi, c'est une bonne chose parce que ça permet de booster les exportations, en ça c'est une bonne chose. Maintenant, il y a aussi un défi pour la transformation du cacao sur place. J'aimerais qu'il y ait beaucoup moins d'exportation de cacao et plus d'exportation de produits finis ou semi-finis. Je pense que là, on crée de la valeur ajoutée. Donc, je pense qu'il faut des efforts dans ce sens-là, dans le sens d'alléger tout ce qui est taxes, difficultés à s'installer dans le secteur de la transformation en Côte d'Ivoire du cacao. Mais en soi, je pense que ça va quand même aider les producteurs du pays. En ce sens, c'est une bonne chose. Justement, tous les professionnels du secteur ne seront pas concernés par ces taxes. Finalement, ces exonérations de taxes, quels seront les critères d'éligibilité finalement, Daouda?
Les critères d'éligibilité, me semble-t-il, il faut quand même que c'est l'autorité, l'autorité en charge du cacao qui est, en gros, c'est le gouvernement qui va donner ces exonérations au parafiscal. C'est pas du tout automatique tel que les choses sont présentées. Je sais pas, je peux pas me prononcer de manière directe sur tel acteur ou tel autre, puisque ça semble être au cas par cas. Ça semble concerner qu'un certain nombre d'acteurs qui vont faire une démarche auprès de l'autorité, et l'autorité qui est en charge d'accorder ces redevances le fait. Donc à partir de ce moment-là, il faut observer, une fois que la loi est bien en place, qui en bénéficie vraiment, et puis évaluer. Il faut en Afrique aussi qu'on prenne l'habitude d'évaluer l'impact des lois sur l'objectif ciblé de base. Ici, en l'occurrence, c'est un objectif économique, donc on verra en fonction de l'application de la loi. Alors l'État ivoirien prévoit 525 milliards de francs CFA de recettes fiscales tirées du cacao. Monsieur Zamba, quelles conséquences pourrait avoir une baisse durable des cours justement pour la Côte d'Ivoire ? Écoutez, ce qu'il faudrait dire, c'est que à partir du moment où le cours du cacao baisse, il va de soi que pour les exportateurs ivoiriens, ils sont plus compétitifs. Et du coup, il y a aussi une baisse au niveau des entrées financières et monétaires. Et par conséquent, par effet boule de neige, il y a aussi baisse au niveau de la fiscalité. Donc je pense que la vertu de ces projets, du projet qui est prévu notamment pour l'exonération, c'est précisément de permettre, au-delà du fait que ça va bénéficier aux opérateurs économiques ivoiriens, parce que la question est celle de savoir si les entreprises qui vont en bénéficier, ce sont des sociétés de droit ivoiriens, ou est-ce que même des sociétés de droit étrangers qui ont des établissements à Abidjan ou en Côte d'Ivoire vont aussi en bénéficier. Bon, ça, tout dépend de l'objectif poursuivi par le législateur. Est-ce qu'il souhaite à la fois renflouer les caisses fiscales et à la fois promouvoir l'entrepreneuriat local? En ce moment-là, il faut créer un jeu, je ne dirais pas de problème, mais un jeu qui permettrait notamment aux sociétés de droit ivoiriens de pouvoir tirer plus de bénéfices. Mais pour revenir à votre question, je pense que la baisse du cours du cacao, ma foi, est une menace pour l'économie ivoirienne, puisque c'est la principale source d'entrée de devises. Et je pense que pour le législateur, pour l'exécutif ivoirien, c'est intelligent, puisque gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, c'est précisément se dire comment on peut soutenir notre rythme économique dans un environnement économique où le cours du cacao est en baisse. Et donc, il y a cette initiative, cet instrument qui est prévu. Et par ailleurs, je pense aussi qu'il faut déjà anticiper l'après-cacao, parce que c'est bien de vivre aussi de ce que la nature donne. On peut participer à ça. Il faut aussi anticiper des sources d'enrichissement pour l'État alternatives. Déjà pensé, puisque, comme disait mon prédécesseur tout à l'heure, des possibilités d'industrie de transformation pour le cacao, pour voir là où ça baisse, donc le cacao brut tel qu'il est vendu, peut-être que d'autres formes de matières premières où le cours est plutôt élevé. Merci, Monsieur Zamba. Dans l'actualité également, à l'orée de sa révolution numérique, le Ghana doit faire face à un enjeu majeur, mais pourtant peu médiatisé. Il s'agit de l'essor d'une cybercriminalité débridée, dont les dangers pourraient aller bien plus loin que des spams. Habib Faye. La cybercriminalité est devenue au Ghana, en l'espace de quelques années, un véritable problème de société. Le revenu par habitant du Ghana est de 1 700 $ par an, mais les fraudeurs arrivent à gagner bien plus que cela en un mois. Aujourd'hui, les usages d'Internet détournés à des fins d'escroquerie par une certaine catégorie de personnes ont assurément pour conséquence la méfiance de certains investisseurs vis-à-vis du Ghana. Âgé de 23 ans, Ama parcourt des dizaines de sites de rencontres et de ventes en ligne chaque jour pour escroquer les internautes. Nous sommes obligés de le faire à cause du chômage. Je n'ai aucune autre option. En général, dans les cybercafés, mes cibles sont diverses, mais beaucoup plus de blancs. Il suffit juste qu'ils aient confiance en moi et je fais mon travail. Entre ces jeunes gens qui passent leur journée devant l'ordinateur, on trouve une autre catégorie d'individus pour qui l'usage d'Internet est devenu un nouveau moyen d'obtenir de l'argent facilement. Au Ghana, 80 cas de cybercrimes sont comptabilisés chaque mois, selon des chiffres publiés par le ministère de la Communication.
Maintenant, avec ces enfants qui vont faire ces choses drôles, il est difficile pour nous les universitaires d'acheter un produit sur Internet, car les fraudeurs ont tous les moyens de découvrir votre adresse IP qui leur indique le lieu où vous êtes. Tout cela est dû au chômage car le pays traverse une crise économique et je peux dire que seuls les jeunes qui n'ont pas de travail essayent d'arnaquer les gens. En plus, ça affecte l'économie du pays. Les hommes d'affaires ghanéens sont nombreux à souffrir des conséquences du développement de la cybercriminalité. Le Ghana est aujourd'hui, par la faute des cybercriminels, un pays à haut risque. Cependant, depuis mars 2014, le Ghana a pris des mesures destinées à lutter plus efficacement contre la cybercriminalité. Les nouvelles dispositions prévoient une peine allant jusqu'à 20 ans de prison et 100 millions de francs CFA d'amende contre tous ceux qui se seront rendus coupables de délits de cybercriminalité. Monsieur Compaoré, on a vu là l'exemple du Ghana, mais la cybercriminalité, c'est un phénomène qui touche de nombreux États africains. Le cybercrime coûte par exemple 573 millions de dollars à l'économie sud-africaine, 200 millions de dollars à l'économie nigériane. Comment lutter finalement contre ce fléau ? Oui, aujourd'hui on parle de la cybercriminalité au Ghana. Hier on parlait des brouteurs en Côte d'Ivoire. Et demain ça sera où? C'est pour dire que ce phénomène finalement, comme l'Internet se propage et il y a vraiment une réelle difficulté à maîtriser cette chose. Je pense qu'il y a une nécessité par exemple pour nos forces de sécurité de s'adapter. Parce que cette lutte, elle ne peut pas se gagner sans rentrer finalement dans ce système que ces jeunes utilisent. Nous avons l'obligation de former nos forces de police finalement à la détection de ce genre de choses et aussi responsabiliser les victimes. Alors aujourd'hui, l'Internet, on ne peut pas le nier, est un outil formidable pour la recherche et pour bien d'autres choses, mais c'est aussi le plus grand danger qui soit parce qu'aujourd'hui, avec le système de hackage à distance, on peut faire du mal et partout dans le monde. Donc je pense qu'il y a d'abord une nécessité de former les éléments des forces de police, de conscientiser finalement à travers une sorte de sensibilisation les utilisateurs, surtout les plus jeunes, qui s'exposent, qui ne savent pas à quoi finalement ils font face, et également faire comprendre aux victimes, vous êtes les premiers responsables de cette situation, il faut être très vigilant. Daouda, il faut dire que le cybercrime peut également avoir un impact sur la stabilité politique, puisque l'argent brassé est difficile à tracer et peut finalement se retrouver à financer des rébellions ou alors d'autres genres de trafic. Oui, c'est sûr, mais je pense que ce qui finance les rébellions, c'est toujours des réseaux sombres, effectivement. Maintenant, c'est sujet à tout. Ça peut permettre de faire toute chose illicite. En soi, c'est illicite, la cybercriminalité. Il faut que je reprends ce que disait M. Compaoré, il faut que nos chefs d'État, enfin nos gouvernements, les gouvernements africains s'adaptent pour pouvoir surveiller tout ça. Et au-delà même de la question politique, rébellion, etc., il y a aussi la question des valeurs, de nos valeurs tout simplement, parce que ça englobe beaucoup de choses, la cybercriminalité. Donc je pense qu'il faut de la sensibilisation. Maintenant, de là à bloquer l'utilisation d'Internet, vous savez, moi je suis totalement contre. Je pense que c'est l'État qui doit trouver les moyens de garantir la liberté d'expression qui passe par Internet, mais tout en surveillant ce qui se passe. Merci Daouda. 67 milliards de dinars, c'est notre chiffre du jour. Et il correspond au montant que la Tunisie espère lever lors de la conférence internationale sur l'investissement pour remettre le pays sur les rails. Monsieur Zamba, le principal défi pour la Tunisie sera de redonner confiance aux investisseurs après les attentats qui l'ont frappé. Oui, écoutez, il faut dire que la Tunisie est un pays qui vit beaucoup de son tourisme. Et donc malheureusement, avec tout ce qu'on sait, ce qui s'est passé là-bas avec la recrudescence
recrudescence des attentats et d'une vague islamiste là-bas, ça a beaucoup terni l'image de la Tunisie. Et ma foi, je pense qu'aujourd'hui, la Tunisie doit redorer son blason et donc a besoin de mettre de ces pactoles pour pouvoir précisément redynamiser non seulement son secteur touristique, mais aussi, je dirais aussi l'aspect de la sécurité aussi, puisqu'on venait tout à l'heure de parler de la cybercriminalité. Je pense que tout va de pair et un pays qui est de plus en plus stable, qui est sécurisé, est un pays comme la Tunisie qui a des atouts touristiques très très importants. Il était important pour ces pays de pouvoir sécuriser son territoire pour valoriser de plus belle ces espaces touristiques et donc travailler sur l'attrait des touristes dans ces pays et donc assurer donc l'expansion économique. Merci Monsieur Zamba. C'est à présent la fin de cette émission. Le dossier du jour de ce mercredi sera consacré au rôle de la société civile dans le processus démocratique post-insurrectionnel au Burkina Faso. Monsieur Nelson David Compaoré, merci d'avoir été sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes secrétaire de la sous-section MPP de Poitiers. À Monsieur Brice Zamba, merci également d'avoir été avec nous. Merci Graziella. Je rappelle que vous êtes avocat. Et Daouda, merci pour votre présence sur ce plateau. Merci Graziella, c'est un plaisir renouvelé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. Dans un instant, le journal de la rédaction.